tâche de présenter M. Mohsin Ayyouch avant qu'il ne commence sa conférence. Alors, M. Mohsin Ayyouch est un militant de la première heure, connu et reconnu. On a défini la date de cette conférence, le 23 mars, par un pur hasard. Alors, c'était une date qui est sortie des entrailles. Alors, M. Mohsin Ayyouch, il a 59 ans, père et grand-père, passionné de pêche à la ligne, du coaching et du soufisme. Il est diplômé en sciences politiques, en gestion et en coaching et a plus de 30 années d'expérience professionnelle. Il est ex-secrétaire général de la FNBTP, ex-directeur délégué de la CGEM et dirigeant d'un groupe de PME. Il est membre actif de plusieurs associations professionnelles, caritatives et culturelles. Il est membre de Maroc Coaching, membre de la CGEM, membre d'ICF, International Coach Federation, membre de EMCC, Conseil européen du coaching et du mentoring, membre du bureau national de la LCS, l'association de lutte contre le sida. Il fait du parrainage des étudiants de la Fondation marocaine de l'étudiant. Actuellement, il est coach et fondateur et formateur et superviseur de coach. Il a fondé le cabinet BMH Coach, qui fait du coaching, de la formation et du consulting. Il est membre associé de la HAMAC et de la HAMAT, Haute Académie marocaine de coaching, et de l'Académie marocaine de l'analyse transactionnelle, dont il est le directeur pédagogique, formateur et superviseur de coach. Il est intervenant au Master Management des ressources humaines, Master de Management du sport et Executive MBA de l'ISCAR. Il accompagne les dirigeants et les entreprises dans leur démarche de changement. Il est auteur d'articles, d'études sur le coaching et le management. Il est conférencier dans les manifestations nationales et internationales sur les thématiques économiques, politiques et culturelles. Il est critique d'art et il fait de l'écriture de scénarios et des contes et de nouvelles contes. Alors, je pense que j'ai introduit très succinctement la carrière et Alors, je suis aujourd'hui honoré d'avoir M. Mohsin Ayyouch à mes côtés pour qu'il présente ce thème très original. Il faut dire que quand je lui ai proposé de faire une conférence chez nous au Rotary, il m'a dit qu'il est en train de faire des recherches sur ce thème-là et qu'il proposerait le thème management et spiritualité, chose qui m'a beaucoup plu par l'originalité du thème et par, je suis sûr, la qualité des recherches que M. Ayyouch a fait sur le sujet. Sans plus tarder,
je cède la parole à M. Ayouch et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci. 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 J'ai une petite proposition à faire avant de commencer à vous entretenir du thème de ce soir. Je vous propose, c'est bon comme ça, je vous propose que vous teniez une réunion. Sauf que ce sera une réunion particulière, une réunion de chacun avec lui-même. Ce que personnellement j'appelle une réunion au sommet parce qu'elle est extrêmement importante. Lors de cette réunion, je vous propose de mettre de côté toutes vos préoccupations humaines du moment. Il y a les mails que je n'ai pas encore lus, les coups de fil que j'ai redonnés mais la personne n'était pas en compte, le dossier que je dois traiter demain, le banquier qui ne veut pas me recevoir depuis 2 ou 3 jours, tout ça, mettez-le de côté. Le robinet qui fuit dans la salle de bain, je n'ai pas eu le temps d'appeler le plombier, tout cela, je vous propose de le mettre de côté. Non pas de l'abandonner, mais juste de le mettre en dehors de l'instant présent. Petit exemple technique. Ce matin, en sortant de chez moi, en m'habillant, j'ai choisi cette veste. Donc je l'ai portée. Là maintenant, il fait un peu chaud, puis je l'ai parlé. Elle va me déranger un peu, cette veste. Qu'est-ce que je fais? Je l'enlève. Remarquez que je ne la balance pas par la fenêtre, c'est ma veste. Elle m'est chère, je ne l'abandonne pas. Sauf que, aujourd'hui, à cet instant-là, elle ne va me servir à rien. Donc je la mets de côté tout gentiment, et je la reprendrai le moment venu. Et dans cette réunion de sommet, quand vous aurez mis de côté toutes les préoccupations humaines, posez-vous la question suivante. Ici et maintenant, comment je me sens? Moi, personne unique sur Terre. Comment je me sens? Quel est mon état d'énergie? Physiquement, mentalement, moralement? C'est une question qui peut paraître non usuelle, mais juste rendez-vous compte que nous la posons des centaines de fois par jour. Sauf qu'elle n'est pas adressée à nous. Elle est adressée aux autres. On croise quelqu'un dans la rue, dans le travail, elle est là-bas, on lui demande comment il se sent. Et souvent, on n'a même pas le temps d'attendre la réponse. On continue son chemin. Ce que je vous propose, c'est de vous retourner la question à vous-même. Là, maintenant, je rebaille. Moi. Et voyez les réponses qui viennent. Et utilisez ces réponses pour vous mettre dans l'instant présent. Dans cette demi-heure pendant laquelle je vous parlais, et puis dans le temps qui va suivre de débats et d'échanges. Et c'est une réunion qui peut durer 30 secondes, vous savez. Quoique c'est une réunion au sommet. C'est, à mon sens, l'une des plus importantes réunions que l'on puisse tenir. La réunion étant terminée, je m'en vais donc vous entretenir de spiritualité majeure, mais au préalable, je voudrais remercier Si Belmahi et le Rotary Club Casablanca Atlantique de me donner cette occasion de partager avec vous. Je ne prétends pas apporter une théorie finale, définitive et finie. Je vous apporte ce que je voudrais partager avec vous, c'est quelques réflexions sur le devenir du management. De quel management le monde a-t-il besoin aujourd'hui?
Et c'est vrai que c'est venu de manière fortuite et spontanée, mais à mon sens pas par hasard. C'est Einstein qui disait que Dieu ne jouait pas au dé et que les choses adviennent par synchronicité. C'est une question qui m'intéressait, sur laquelle j'avais commencé une réflexion, et puis ça s'est fait. Je suis très heureux d'être là avec vous. Cette réponse de je suis très heureux, c'est ce que j'ai obtenu quand je m'ai tenu à l'instant même ma réunion au sommet, et je me suis dit Ashkobari, je me suis répondu, je suis heureux d'être là avec toute cette personne à partager ces idées-là. Et donc, quand j'ai commencé à mettre noir sur blanc mes idées, je suis revenu à un article que j'avais écrit en 2008, où il n'était pas question de spiritualité, mais c'était un article pour une revue spécialisée sur le management alternatif. Et si vous permettez, je vais vous lire le chapeau de cet article-là. J'avais écrit, donc en 2008, « Par ces temps d'incertitude et de complexité accrue et de rétrécissement extrême de l'espace-monde, par ces temps où la Chine n'est plus à nos portes, mais bel et bien dans nos murs, par ces temps où le futur n'est plus ce qu'il était, que deviennent nos bonnes vieilles convictions sur les canons du management? Où en sont nos recettes faites de tableaux de bord, de management stratégique, de fonctions de pilotage, de veille et d'intelligence économique? Tout cet appareillage méthodologique que les autres écoles de commerce, les centres de recherche, les managers de haut vol et autres espaces de réflexion et de production de sciences managériales ont mis au point au fil des ans et des enseignements, est-il encore adéquat et d'abord suffisant? Et peut-il répondre efficacement et invariablement aux mutations et aux bouleversements que nous vivons et qui affectent aussi bien le quotidien que le stratégique? C'est une question que je m'étais posée en 2008 et que je voudrais partager avec vous, autour de laquelle je voudrais partager avec vous mes réflexions autour des axes suivants. Je vais d'abord vous parler de l'évolution managériale, sans être dans le management, parce que vous savez ce que c'est. L'idée, c'est juste de rappeler les évolutions des sciences managériales et puis faire des liens avec l'état de la pensée internationale à chacun des stades de ces évolutions. Ensuite, je vais échanger avec vous autour de ce que j'appelle le leadership en question, et puis nous questionner sur le nouvel espace anthropologique que nous vivons en tant qu'humanité aujourd'hui. Pour conclure sur la spiritualité et le management, et j'aime beaucoup le mot de Monsieur le Président qui dit on va essayer de conjuguer, voire de marier tout ça, voir quels sont les composantes de ce contrat de mariage, ou à quel temps va se faire cette conjugaison. Bien, alors pour ce qui est de l'évolution managériale, nous connaissons tous le Taylorisme. Je veux juste rappeler que M. Frederick Winslow Taylor, 1856-1915, a écrit un livre, Les Principles of Scientific Management, ou alors la direction scientifique de l'entreprise. Il parle de science comme on parlerait de physique ou de chimie ou de calcul. Et vous savez ce que c'est? C'est de la rigueur, c'est des tâches chronométrées, c'est une division scientifique du travail. Et puis dans l'histoire humaine, si Taylor était le théoricien, Ford était l'homme qui a mis tout cela en pratique. Et Charlie Chaplin a été le cinéaste qui a mis tout cela dans ce beau film des temps modernes. Pas d'autres commentaires sur le Taylorisme que le temps moderne. Sinon ce serait l'Etnab, comme on dit chez nous. Le grand Charlie Chaplin a tout dit. Et merveilleusement. C'est un management de l'ère industrielle qui est lié à une pensée mécaniste. Une cause donne un effet. Et il est impossible qu'une cause donne un autre effet que l'effet qu'elle doit donner. Et à partir de là, un opérateur sur une machine ou dans un processus quelconque, s'il fait A,
il va s'en suivre B, il va s'en suivre C, et le résultat sera là. Sauf que la vie est têtue et entêtée. Et que l'évolution a fait que, juste après, va apparaître l'école des relations humaines. Mayo, Lewin et Rogers. Alors, tout ça est parti d'une étude qu'on appelle l'expérience Hawthorne entre 1927 et 1934. Qu'est-ce qu'elle a découvert, cette expérience? C'est une expérience qui a porté sur une étude du comportement du personnel, que le comportement, qu'en modifiant certaines conditions de travail, au départ c'était juste l'éclairage de l'espace de travail, de l'atelier, les résultats sont en contradiction avec les théories de Taylor. Le rendement a augmenté parce qu'on s'intéressait aux personnes. Dépasser cette fameuse image de Charlie Chaplin avec la personne qui n'était que le prolongement des clés. C'est même le monde à l'envers. Au lieu que l'outil soit le prolongement de la main de l'homme, le Taylorisme a fait de l'homme le prolongement ou un appendice de l'outil. Et donc, cette étude a démontré que les gens, si on s'intéresse à eux, de quelque manière que ce soit, leur productivité, leur rendement augmentait et s'améliorait. C'est, au niveau de la pensée, le behaviorisme, le début, les balbutiements des travaux de Maslow et de la pyramide de Maslow, de la pyramide des besoins de Maslow. Le Taylorisme va s'installer, on le comprend bien, à la première étage, au premier étage, pardon, de la pyramide. Là, on commence à grimper un peu avec le behaviorisme ou les écoles modernes. Et puis va arriver, au milieu des années 60, Black et Mouton, l'école postmoderne. Elle va aller beaucoup plus loin en termes de management, parce qu'elle va considérer l'entreprise comme un système. Ça correspond au début, de l'autre côté des travaux de l'école de Palo Alto, Batson, Jackson et tout ça, les gens qui ont bouleversé la pensée en sciences humaines, en anthropologie et surtout en thérapie, et qui ont vu que les systèmes ont certaines propriétés et que les êtres humains composant le système sont des acteurs, ce qui va donner des années plus tard l'acteur et le système. D'accord? Mais des années plus tard. Et donc, c'est dans la relation entre l'acteur et le système que l'école postmoderne s'est installée. Et là, on a découvert le management par objectif, la gestion des ressources humaines, le fait que la personne était dans son boulot et qu'elle avait besoin d'autres motivations que le salaire et la prime de fin d'année, voire l'augmentation annuelle et la promotion qui va avec. Et l'école postmoderne va constituer une synthèse entre des approches psychologiques et technico-économiques. Et c'est là que l'on va s'intéresser à l'équipe. Avant, c'était l'individu. C'était le chef qui donnait un ordre à quelqu'un. Le chef était dans son rôle, il était donneur d'ordre, et le subordonné, on appelle ça comme ça, était dans une logique d'exécution. Et il n'avait rien d'autre à faire, il n'avait surtout pas à penser. Il avait surtout à exécuter, et bien exécuter, selon la norme, au millimètre près. Et là, on découvre, avec cette approche systémique, que les fameux bras de Charlie Chaplin pouvaient aussi réfléchir, parce qu'ils étaient liés à un cerveau. Et puis va nous arriver, par la suite, sur ces bases-là. Alors, là, nous passons au niveau de la pensée mécaniste, au début de la prise en compte des besoins fondamentaux de l'être humain, à la prise en compte du système et de l'être, l'individu, dans le système. Et on va arriver à toutes les théories du management participatif. Et là, les 4 S, on va les 4 S, le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-faire.
Bien. Ce survol de l'évolution des théories managériales nous amène à la conclusion suivante. C'est que l'entrepreneur schumpeterien était une fiction mécaniste. Rappelons ce que disait Schumpeter des caractéristiques d'un entrepreneur. 5. Premièrement, la fabrication des biens nouveaux. Deuxièmement, l'introduction d'une méthode de production nouvelle. Troisièmement, ouverture d'un débouché nouveau. Quatrièmement, conquête d'une source nouvelle de matières premières ou de produits semi-œuvrés, même s'ils existaient avant et étaient utilisés pour d'autres formes. Le fait de les utiliser ailleurs était une caractéristique pour Schumpeter. Et puis, la réalisation d'une nouvelle organisation. Tout ça est éminemment mécaniste. Et la vie nous montre qu'un entrepreneur, il peut maîtriser tout ça, bien entendu. Mais, on reviendrait aux mathématiques, c'est nécessaire, mais insuffisant. Merci. Et c'est ça, c'est là où le vrai questionnement va commencer à s'installer. À côté des théories du management, il y a eu tous les développements sur le leadership. Et là, j'ai envie de partager avec vous une étude récente réalisée en 2014, que j'ai eu le plaisir d'être dans le comité de suivi, faite par le CESEM, qui est le centre de type de recherche de HER, et qui s'est intéressé aux perceptions de leadership au Maroc, et qui a fait l'enquête qu'il faut sur les bases scientifiques. Et l'étonnement que nous avons eu, c'est que ce que les cadres demandent aux leaders, c'est juste de l'écoute et un management participatif. Alors, imaginez ceux qui étaient en back-office, ceux qui menaient l'étude et le comité qui suivait, imaginez leur étonnement, parce que nous sommes férus de théories sur le leadership et à Harvard et Stanford et tout ça, et que le leader doit être porteur de vision, et que le leader doit faire ceci, il doit faire cela. Ce qu'on lui demande réellement, ce que lui demandent les gens qui sont sur le terrain, c'est juste d'être participatif et d'écouter. Nous avons émis des hypothèses, parmi lesquelles celles que je partagerai avec vous. Mais au préalable, voyons même ce leadership, comment il a évolué. Dans les années 20, le leader, c'était celui qui avait la capacité d'imposer sa volonté à ses suiveurs. Années 40, capacité à persuader ou diriger des hommes, hors le prestige ou le pouvoir conféré par les circonstances externes et par lui-même. C'est cette personne qu'on va suivre. Et il a la capacité de persuader. Les années 60, on va parler d'influence. La capacité ou l'action d'influencer une ou plusieurs autres personnes pour les orienter vers une direction partagée. Nous sommes déjà dans les années 60 et Schumpeter était décédé. Les années 80, nous parlons de la capacité à motiver les autres dans le but de les amener à mener une action représentant un objectif commun. La question que je me pose et que je débattrai avec vous, dans les années 2020, de quel type de leader avons-nous besoin? Nous sommes passés du leader charismatique au leader institutionnel, au leader motivant, au leader porteur de vision, mais pour les années à venir, déjà maintenant et pour les années à venir, de quel type de leader avons-nous besoin? Et pour cela, il faut voir dans quel nouvel espace anthropologique nous vivons. L'expression, le concept est de Pierre Lévy, qui dans les années 80 s'est intéressé à l'intelligence collective et qui a fondé une chaire de l'intelligence collective à l'Université de Québec, et qui est avec Bono, Zara et d'autres les spécialistes de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence collective. Bien. À partir de 4 critères, on va voir les différents espaces que l'humanité a traversés. Il parle d'espace archaïque, le premier. Le critère de la vie, il subit la règle de la sélection naturelle. La matière, elle est mécanique. L'information, elle est somatique. On perçoit d'une manière ou d'une autre. Et puis, les collectifs humains sont organiques.
c'est la tribu, c'est la famille qui est physiquement présente. Va arriver une ère, ensuite, qu'ils appellent l'ère molaire. Je me demande pourquoi d'ailleurs. La vie subit la sélection artificielle. La matière est dans le domaine de la thermodynamique. L'information est médiatique. Et puis, les collectifs humains s'organisent autour de la transcendance. On va chercher une explication de ce qui nous entoure en transcendant le réel avec tout le développement philosophique à partir de l'abandon de la sagesse grecque pour la philosophie grecque et son étalement sur le monde et son arrivée, il faut le dire, en Occident par les Arabes d'Andalousie. L'ère qu'il prévoit et sur lesquelles a travaillé Pierre Lévy et son équipe, il l'appelle l'ère moléculaire. Et ils disent, nous sommes au début, au balbutiement de cette ère-là, où la vie va subir la règle du génétique, où la matière, c'est la nanotechnologie, où l'information est numérique, et où les collectifs humains vont se baser sur l'immanence. Si la transcendance, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, on va essayer de s'y à l'extérieur, l'immanence, c'est percevoir le monde de l'intérieur de soi. Et nous avons tous, c'est-à-dire les 7 et quelques milliards d'êtres humains qui peuplent la Terre aujourd'hui, cette capacité à percevoir le monde à partir de nous-mêmes. Encore faut-il la travailler, l'aiguiser, la préparer. Et là, nous sommes dans quelle ère de pensée? Rappelez-vous, pensée industrielle, mécaniste. Nous sommes, à mon sens, au balbutiement de la pensée quantique et à l'éveil sur ses répercussions dans les relations humaines. De quoi il s'agit? Depuis la philosophie grecque, l'humanité a vécu sur cette dichotomie. Si nous nous rappelons nos cours de philosophie, il y avait un chapitre sur les matérialistes et un chapitre sur les idéalistes. Et on terminait un chapitre avant de passer à l'autre. Et on terminait un philosophe avant de passer à l'autre. Et puis c'était clair, net et précis. Les matérialistes, c'est quelque chose qui est palpable, qui existe, qui est là. Et les idéalistes, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher du doigt. Voilà. On n'a pas à se casser la tête. Chacun est à sa place, et les vaches étaient très bien gardées. Sauf que les vaches ont sauté l'enclos et qu'elles circulent partout, le jour où on a découvert que la matière pouvait ne pas exister. Et si je me rappelle mes cours de sciences naturelles, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, ça a dû commencer par le photon, ce particule qui n'existe qu'en état de mouvement. C'est quoi cette histoire? Il n'existe qu'en état de mouvement. En état d'inertie, il n'a plus d'existence, c'est-à-dire qu'il n'a pas de masse et qu'il n'a plus d'énergie. Qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'advient-il de cette dichotomie, idéalisme d'un côté, matérialisme de l'autre? Donc tout ça, et je ne vous parle pas du boson de Higgs. C'est encore plus compliqué que le fameux petit photon que nous étudions en cours de cinétique. La matière peut ne pas exister. Et l'idée peut se matérialiser. L'idée peut se matérialiser. Nous savons tous, nous qui sommes Casablancais ou habitants de Casablanca aujourd'hui, que le café Rix n'a jamais existé. Et que le film Casablanca était à 100% tourné à Hollywood. Et honnêtement et personnellement, quand j'ai envie de